La langue française que tu écris et que tu parles quotidiennement n'a pas toujours été celle que tu connais. Et oui, tu te doutes que Jules César n'utilisait pas d'émoji dans les lettres d'amour qu'il envoyait par pigeon voyageur à Cléopâtre. La langue française a fortement évolué et a subi des influences culturelles venant d'Afrique du Nord, d'Italie, d'Angleterre et d'ailleurs. Et qu'elle est parlée par près de 300 millions de personnes dans le monde. Nous la fêtons d'ailleurs tous les ans le 20 mars lors de la Journée internationale de la francophonie. Faisons un petit saut dans le passé. À l'époque des Gaulois. Même si nous n'avons pas de véritables preuves, il semblerait que les Gaulois utilisaient plusieurs dialectes venant d'une même langue celte. Lors de l'invasion des Romains, en 52 avant notre ère, ils importèrent avec eux leur propre langue, le latin. Le gaulois étant essentiellement une langue orale, il ne reste aucune trace écrite de celle-ci, à part quelques mots qui ont subsisté dans notre langue actuelle, tels que les mots chêne ou ruche. Il faut pourtant attendre plusieurs siècles avant que le français devienne une langue officielle. L'Académie française, dont je t'ai déjà parlé, qui a été officialisée en 1635 par le cardinal de Richelieu, a fortement aidé à l'utilisation et l'évolution de la langue française. Monsieur Jules Ferry, tu en as déjà entendu parler? Les petits écoliers français le connaissent très bien. Il était ministre de l'Instruction publique et il a instauré l'école gratuite, obligatoire et laïque. Seul l'enseignement du français y était autorisé, ce qui a entraîné petit à petit la disparition des dialectes locaux. En tant que langue vivante, la langue française poursuit encore aujourd'hui son évolution. Les emojis, par exemple, qu'on appelle aussi les émoticônes ou les smileys, sont ces petits dessins qui ont acquis une popularité incroyable en quelques années. Les premiers emojis ont été créés en 1997 pour la société de télécommunications SoftBank. Utilisés au départ par les plus jeunes, les emojis sont largement devenus un moyen de communication non verbale majeur. Ils sont très pratiques pour donner une certaine intonation à nos messages et ils permettent une communication souple et intuitive. Et puis c'est très utile aussi quand on n'a pas envie d'écrire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, 4,6% des messages échangés sur Internet contiennent au moins un emoji. Viviane Evans, l'auteure du livre de Emoji Code, n'hésite pas à dire que les emojis sont le premier véritable langage universel créé par l'homme. Ce qui n'est pas tout à fait vrai pour deux raisons. La première, c'est que d'autres langages universels ont existé et existent encore aujourd'hui, tels que l'espéranto et le lojban. Et d'autre part, parce qu'on se rend compte que la signification des emojis varie très fort d'une culture à l'autre. Par exemple, l'emoji sourire, que tu connais bien, il pourrait passer pour universel, mais il n'en est rien. En Chine, si un interlocuteur reçoit ce smiley, eh bien il risque d'être très offusqué. En effet, chez nous il est signe de bonheur, mais là-bas ce sera plutôt un signe de méfiance. La signification de l'emoji pile of poo est également très intéressante. En effet, si cet emoji s'est toujours référé de façon universelle à ce qui se passe dans l'intimité des cabinets, il peut aussi, selon le contexte, se rapporter à une expression japonaise kino unko, qui signifie, selon l'intonation, bonne chance ou caca doré. L'emoji caca peut donc être utilisé pour signifier un succès, le pendant de notre bonne merde qui signifie bonne chance. L'emoji du pouce levé signifie OK ou un accord, mais attention, dans certains pays, il se rapporte au doigt d'honneur, en Grèce ou au Moyen-Orient par exemple. Il vaut donc mieux tourner 7 fois son emoji dans sa langue avant d'écrire. Ouais, enfin bon, vous avez compris quoi. Et si on parlait maintenant un petit peu d'évolution mathématique? Bye! Dans cette partie mathématique sur le thème de l'évolution, j'ai décidé de vous parler des suites numériques. Plus particulièrement d'un type de suite excessivement simple de par sa structure, les suites arithmétiques. Commençons simplement. Pour ce faire, essayons de répondre à la question suivante. Je désire fabriquer un escalier en Lego. La marche de départ, la marche 0, est épaisse d'une brique. La première marche comptera 4 briques. La deuxième marche, 7 briques, et ainsi de suite. Mon escalier comptera 14 marches. Combien de briques comptera cette 14e marche? Pas très difficile tout ça, il suffit de faire plus 3 à chaque fois. Au rang 0, 1 brique. Au rang 1, 4 briques. Au rang 2, 7 briques. Au rang 3, 10 briques. Au rang 4, 13. Au rang 5, 16. Au rang 6, voyons voir, 19.
et ainsi de suite jusqu'au rang 14, 43 briques. Merci, voix off. Et si mon escalier était bien plus haut? Imaginons qu'il ne s'arrête jamais. Combien de briques seront nécessaires pour monter la 2467e marche? Il en faudra 7402. Quoi? Comment ça? T'as un truc? Évidemment que j'ai un truc. Chaque marche compte 3 briques de plus que la marche précédente. Ce qui signifie que, en partant de ma marche de départ, ma marche 0 qui ne comptait qu'une brique, j'ajoute le rang de ma marche multiplié par 3. Si je veux connaître le nombre de briques nécessaires à monter ma 7e marche, il me suffit à 1 d'ajouter 7 fois 3, ce qui me donne 1 plus 21. Il me faut donc 22 briques. Et donc, pour ma 2467e marche, mon calcul sera 1 plus 2467 fois 3 égale à 1 plus 7401. Ah ben oui, c'est donc bien égal à 7402. Soyons un peu théoriques. Une suite arithmétique est une suite numérique, donc chaque terme, sauf le premier, est obtenu en ajoutant un nombre invariant au terme précédent. Ce terme invariant est appelé la raison. Pour formuler cela, on écrira Tn égale Tn-1 plus R, où Tn est le terme de rang n, le nème terme, Tn-1 le terme juste avant et R notre raison. D'accord, c'est un peu confus, mais je m'y retrouve. Mais que se passe-t-il si on ne me donne pas la raison? Par exemple, on me dit que le 6e terme est 17 et que le 9e terme est 35. Rien de bien difficile. Pour calculer la raison, je vais transformer la formule. Tu te rappelles le clip sur les équations? Pour isoler R, je dois soustraire Tn-1 dans le membre de droite. Je dois faire identiquement la même opération dans le membre de gauche. Mon équation devient alors Tn moins Tn-1 égale R. Voilà comment je calcule ma raison. En pratique, pour connaître ma raison, je soustrais un terme du terme qui le suit. Et on peut même généraliser la formule en prévoyant des termes de rang connu, mais pas successifs. Avez-vous compris, voix off? Oui, mais bon, je revisionnerai la vidéo pour être certaine. As-tu déjà entendu parler du bon vieux temps, de l'âge d'or, cette période où tout était beau et parfait? Tu en as peut-être déjà entendu parler grâce à tes parents ou à tes grands-parents. Mais oui, tu sais, c'est quand tout était mieux avant. Personnellement, cette époque, on m'en a souvent parlé, et ce depuis ma plus tendre enfance. Quand je dis que je suis professeur, on me demande directement si j'arrive à gérer cette jeunesse décadente, désobéissante et fainéante. En fait, cette phrase a sûrement des décennies. D'ailleurs, on a découvert qu'il y a déjà 2000 ans, on vantait une époque passée. Et oui, Juvénal, poète romain antique, a affirmé dans une de ses œuvres « Déjà du temps d'Homère, notre race baissait. La terre ne nourrit plus aujourd'hui que des hommes méchants et chétifs. » C'est aussi le cas du poète Valérus Caton, qui disait être né à la mauvaise époque en vantant cet âge d'or tant regretté. Cette philosophie du « c'était mieux avant », on appelle ça du passéisme. En d'autres termes, c'est une préférence que l'on accorde au passé. Je ne vais pas trop critiquer les personnes qui disent ça, en fait elles le disent par nostalgie. Aussi, le psychologue Serge Cicchiotti affirme que dans le présent, nous sommes plus touchés par le négatif. La mémoire, elle, peut avoir tendance à retenir le positif. À travers les médias, on peut aussi avoir l'impression que le monde évolue mal et qu'il est un peu nul. C'est vrai que pendant le confinement, j'avais l'impression que tout se passait mal dans le monde. Cependant, cette phrase est un peu floue et de fait convient à toutes les générations. Quand on dit « c'était mieux », à quel niveau? Et pour qui au juste? Il en est de même pour le « avant ». Avant quand? À quelle époque?
Et si tu as porté un peu d'attention à tes cours d'histoire, tu as compris que ce n'était pas mieux avant. Et à tous les niveaux. Il y avait des guerres, des maladies qu'on ne pouvait pas soigner. Les enfants n'avaient pas droit jusqu'en 1989. Et les femmes peinent encore à avoir des droits. Ce type d'affirmation, on appelle ça une idée reçue. Et ce genre d'idée, c'est super pratique parce que généralement, c'est une réponse simple à une problématique, une réponse toute faite. Surtout, ça évite de réfléchir trop longtemps. Pourtant, on ne peut pas affirmer que c'était mieux avant ou même que c'était pire. De fait, les idées reçues ne font pas évoluer la pensée et elles évitent les questionnements. Je suis d'accord, parfois se poser des questions, c'est tellement prise de tête. Cependant, cela t'aide à grandir, à développer ta curiosité. Cela te permet d'apprendre et ton cerveau en a besoin. Poser des questions permet de faire évoluer ta pensée, voire les mentalités. Alors la prochaine fois que tu entendras des idées reçues, n'hésite pas à poser des questions ou à te poser des questions. Interroge tes propres idées reçues. Demande pourquoi et comment. Prêt pour une dernière question? Comment poser les bonnes questions? Existe-t-il de bonnes et de mauvaises questions? Ok, il y en avait deux. Allez, j'arrête de te prendre la tête et je t'invite à interroger tout ce que je viens de dire.